Mes parents m'ont refusé de payer l'université, me forçant à être indépendante, mais ont tout financé pour ma sœur. J'ai coupé les ponts. 9 ans plus tard, à son mariage, il sent un vide. Tu veux faire des études supérieures? Très bien. Débrouille-toi toute seule, a dit ma mère en faisant glisser un chèque de 100 000 € sur la table vers ma petite sœur. Même table, même dîner, même parents, filles différentes. 9 ans plus tard, je me tenais au fond de la salle lors du mariage de ma sœur. Un mariage payé par les mêmes parents qui ne pouvaient pas débourser un centime pour mon avenir. Ma mère a balayé la pièce du regard et a chuchoté à mon père, « Pourquoi ai-je l'impression qu'il manque quelque chose ?» Avant que quiconque ne puisse répondre, le marié a blêmi. Il m'a regardé, puis a regardé Juliette, puis m'a regardé à nouveau, et il a prononcé un seul mot qui a réduit au silence 200 invités. Ce mot, et ce qui s'est passé ensuite, a détruit un mariage, le mensonge d'une famille et 9 ans de silence, le tout en moins de 4 minutes. Je m'appelle Camille Dubois. J'ai 27 ans, et ceci n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de survie qui se termine par une justice rendue. Laissez-moi vous ramener 9 ans en arrière, au dîner qui a tout changé. J'ai grandi dans une grande maison bourgeoise sur l'avenue des Tilleuls à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. 4 chambres, un garage pour 2 voitures, une pelouse que mon père tondait tous les samedis comme une horloge. De l'extérieur, nous ressemblions à une famille parfaite. De l'intérieur, eh bien, cela dépendait de la fille à qui vous posiez la question. Ma mère, Dominique Dubois, avait un système. Ce n'était écrit nulle part, mais tout le monde dans la maison le comprenait. Juliette était l'investissement. J'étais les frais généraux. Juliette avait des cours de piano. J'avais des manuels scolaires d'occasion. Juliette avait une nouvelle robe pour chaque gala scolaire. On me disait de faire avec ce que j'avais. Et ma mère ne s'en cachait pas. Elle nous présentait lors des barbecues du quartier comme une gamme de produits. Voici ma fille Juliette. Elle va faire de grandes choses. Puis elle faisait un geste vague dans ma direction. Et voici Camille. Aucune prédiction, aucune fierté, juste un nom. Le réfrigérateur était le musée de la vie de Juliette, photos de danse, diplôme d'excellence, tout était couvert. Un matin, en classe de seconde, j'ai accroché mon certificat de félicitations du conseil de classe avec un aimant, pile au centre. Quand je suis rentré de l'école, il avait disparu. Le frigo devenait encombré, a dit ma mère, sans lever les yeux de son magazine. Mon père, Richard, était un autre genre de problème. Il n'était pas cruel. Il était absent, émotionnellement et stratégiquement absent. Il m'attrapait parfois dans le couloir, hors de portée de voix de ma mère, et me serrait l'épaule. Je suis fier de toi, gamine. 5 mots. Toujours chuchoté. Toujours quand Dominique ne regardait pas, comme si être fier de moi était quelque chose qui nécessitait le secret. Je me disais que ça changerait quand j'entrerais à l'université. J'ai été accepté avec une bourse qui couvrait la moitié des frais. J'avais juste besoin qu'il couvre l'autre moitié. Ce qui s'est passé à cette table de dîner est quelque chose que je repasse en boucle dans ma tête jusqu'à ce jour. Nous étions en mai 2008. J'avais 18 ans. L'année de terminale se terminait dans 11 jours. Et j'avais un plan. J'avais tout imprimé, lettres de bourse, détails des frais de scolarité, un budget sur 4 ans que j'avais établi sur un tableur, revenus du travail à temps partiel, dépenses estimées, le manque à gagner qu'il devait combler. 50 000 € sur 4 ans pour vivre à Paris et payer les frais annexes. J'avais répété mon discours 3 fois devant le miroir de la salle de bain. Le dîner était un poulet rôti. Juliette était assise en face de moi, faisant défiler son téléphone. Mon père coupait sa viande en silence. J'ai attendu que ma mère finisse son 2e verre de vin, puis j'ai posé le dossier sur la table. J'ai été accepté à Dauphine, ai-je dit. Demi-bourse. J'ai juste besoin d'aide pour le reste. Ma mère n'a pas ouvert le dossier. Camille, nous en avons déjà parlé. En fait, non, pas une seule fois. Tu dois apprendre l'indépendance, a-t-elle dit comme un diagnostic. Le monde réel ne te donne rien sur un plateau. J'ai souligné l'évidence. Vous payez la totalité des frais de scolarité de Juliette dans cette école privée à Lyon. La situation de Juliette est différente. Ma mère a plié sa serviette. Précise, sans hâte.
Elle a un potentiel qui a besoin d'être nourri. Tu es plus résiliente. J'ai regardé mon père. Il fixait son assiette. Sa fourchette ne bougeait pas. Il n'a rien dit. Juliette remuait son verre d'eau. N'a pas levé les yeux. N'a pas dit un mot pour ma défense. Pas un seul. Cette discussion est close, a dit ma mère. Si tu le veux vraiment, tu trouveras un moyen. C'est ce que font les gens forts. J'ai rassemblé mes papiers. Mes mains tremblaient. Je ne pleurais pas devant eux. Je ne lui donnerai pas ce plaisir. Plus tard dans le couloir, mon père m'a attrapé le bras. J'ai pensé qu'enfin, il dirait quelque chose. Ta mère a ses raisons, a-t-il dit. Donne-lui juste du temps. Puis il s'est éloigné. Retour au salon, retour à la télévision. Retour à la version de la paix qui exigeait mon silence. Cette nuit-là, j'ai fait une valise. J'avais 300 € sur mon compte épargne, et j'ai pris une décision sur laquelle je ne suis pas revenu en 9 ans. 5h14 du matin. La cuisine était sombre. J'ai posé ma clé de maison sur le comptoir à côté de la machine à café, celle que ma mère lançait tous les matins à 6h15, pour qu'elle la trouve en premier. Pas de mots. Je n'avais plus rien à expliquer. La lumière du garage était allumée. Mon père était assis dans sa Renault, moteur éteint, les mains sur le volant. Il m'a vu à travers le pare-brise. Je l'ai vu. Il n'a pas ouvert la portière. Je n'ai pas frappé à la vitre. Nous nous sommes juste regardés pendant 3 secondes. Cela a semblé durer 1 an. Puis je me suis retourné et j'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus sur l'avenue. Le campus était à 1h30 de là. Ma chambre de cité U avait un matelas fin, un bureau en métal et une fenêtre qui ne fermait pas complètement. Pas de drap, pas de couverture. J'avais oublié les miens. J'ai dormi dans ma veste cette première nuit. À la fin de la semaine, j'avais 3 emplois. Plongeuse chez Giovanni, un restaurant italien près de la gare, caissière de nuit dans une station Total sur la Nationale, et équipe de nettoyage dans les résidences universitaires le week-end. Mon emploi du temps était un puzzle sans image sur la boîte. 4 heures de sommeil ici, une sieste de 90 minutes là. Je mangeais tout ce que Giovanni jetait à la fermeture. 2 semaines plus tard, j'ai appelé ma mère. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je pensais que la distance avait adouci quelque chose. Tu as fait ton choix, a-t-elle dit. N'appelle pas pour me faire culpabiliser. Elle a raccroché. 7 secondes. C'était toute la conversation. J'ai enregistré son numéro sous un nouveau nom, ne pas répondre. Ce soir-là, un texto est arrivé de Juliette. Je l'ai regardé longtemps. Maman dit que tu fais ta dramatique. Rentre à la maison et excuse-toi. C'était donc l'histoire qu'elle racontait. Je n'étais pas la fille qu'ils avaient abandonnée. J'étais la fille qui était partie. La difficile. La dramatique. Je ne le savais pas alors, mais cet appel téléphonique était la dernière fois que je parlerais à ma mère pendant près d'une décennie. Et quand nous nous sommes finalement retrouvés face à face, elle n'a pas reconnu la personne que j'étais devenue. Ma première année de licence m'a presque brisé. Je me suis endormi 2 fois en cours de chimie organique, j'ai renversé de l'eau bouillante sur ma main gauche pendant un coup de feu chez Giovanni. Brûlure au 2e degré, 3 doigts, je l'ai enveloppé dans de la gaze de la trousse de premier secours de la station-service et je suis allé à mon cours du matin 40 minutes plus tard. Ma moyenne générale stagnait à novembre 2020, dangereusement proche de me faire perdre la bourse qui me maintenait inscrite. Le professeur Alain Vasseur l'a remarqué, il enseignait mon séminaire d'introduction aux sciences de la santé. Cheveux argentés, nœud papillon, le genre d'homme qui lit vraiment les copies des étudiants au lieu de les survoler. Après le cours un mardi, il m'a demandé de rester. Vous êtes épuisé, a-t-il dit. Ce n'est pas une question. Je lui ai donné la version courte. Il ne m'a pas plainte. Il a sorti un dossier de subvention interne et d'assistant de recherche. Vous êtes trop intelligente pour vous épuiser avant la 2e année, a-t-il dit. Laissez-moi vous aider à trouver un moyen qui ne vous coûte ni vos mains ni votre sommeil. Il m'a fait entrer dans un poste de recherche rémunéré dans son laboratoire. Ce n'était pas grand-chose, 400 € par mois, mais cela remplaçait les quarts de nuit à la station Total. Pendant ce temps, ma mère était occupée.
Noël est arrivé. Je n'étais pas invité. Cependant, j'ai appris plus tard que Dominique avait dit à toute la famille que j'avais été invité et que j'avais refusé. Elle ne veut pas nous voir, aurait dit ma mère, en s'essuyant les yeux avec une serviette. Nous avons tout essayé. Ma tante Hélène, la sœur cadette de Dominique, m'a appelé la semaine suivante. Ta mère a le cœur brisé, Camille. Pourquoi lui fais-tu ça? J'ai essayé d'expliquer. Hélène m'a coupé la parole. Dominique ne ferait jamais ça. Tu as toujours été la difficile. La ligne a été coupée. Et juste comme ça, j'ai perdu le côté de la famille de ma mère aussi. Cette même semaine, Juliette a posté une photo sur Facebook. Une Audi A3 flambant neuf garée dans l'allée de mes parents, un nœud rouge sur le capot. Légende, les meilleurs parents du monde. Le commentaire de ma mère en dessous, tout pour ma petite fille. 87 mentions j'aime. J'ai fait une capture d'écran, non pas par amertume, mais par clarté. C'était la nuit où j'ai arrêté d'espérer qu'il change et où j'ai commencé à construire une vie qui n'avait pas besoin qu'il le fasse. Léna Noax est assise à côté de moi en biologie 201 le premier jour de la deuxième année. Elle avait les cheveux foncés tirés en arrière par un élastique, des cernes sous les yeux plus profonds que les miens, et un thermos de café de la taille d'un petit extincteur. Tu ressembles à ce que je ressens, a-t-elle dit. Merci. C'est un compliment. Ça veut dire que tu es toujours là. Léna faisait médecine. Ses parents avaient immigré de République tchèque quand elle avait 6 ans. Il tenait un pressing à Créteil et ne pouvait pas plus payer ses frais de scolarité que les miens. La différence étant que les siens voulaient vraiment aider. Ils ne le pouvaient simplement pas. Mes parents le pouvaient. Ils avaient juste choisi de ne pas le faire. Elle est devenue la première personne à qui j'ai raconté toute l'histoire. Tout. Le dîner, le chèque, l'Audi, le post Facebook. Je lui ai raconté sur un banc devant le bâtiment des sciences à 23 heures, toutes les deux mangeant des sandwichs triangles parce qu'aucune de nous ne pouvait se permettre le resto U. Léna n'a pas bronché. Elle n'a pas offert de sympathie. Elle a essuyé de la moutarde sur son menton et a dit, tu ne leur dois pas une rédemption, Camille. Tu te dois une vie. J'ai porté ces mots pendant des années. Ce semestre-là, j'ai commencé à rédiger un article de recherche pour le laboratoire du docteur Vasseur. 12 pages sur les applications de données dans la gestion des dossiers patients, les systèmes des petites cliniques, l'optimisation des flux de travail, les lacunes d'interopérabilité. J'en ai écrit la majeure partie entre mes quarts de nuit, dans la salle de pause du personnel chez Giovanni, entre deux charges de vaisselle industrielle. C'était sec, technique et profondément pas sexy. Mais c'était la première chose que j'avais jamais construite qui semblait complètement mienne. Le docteur Vasseur a lu le brouillon d'une traite. Cela pourrait être quelque chose, a-t-il dit. Pas juste un article, quelque chose de réel. Cet article, ces 12 pages que j'ai écrites entre minuit et l'aube, allait finalement devenir la fondation de quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer. Mais cette partie vient plus tard. Une nuit, en triant mes courriers indésirables, j'ai trouvé un email transféré de mon père. Pas d'objet, pas de salutation, juste 7 mots. J'espère que tu manges assez, papa. Il n'a pas demandé où j'étais, n'a pas offert d'aide, n'a pas mentionné ma mère. Juste 7 mots flottants dans le silence numérique. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis remise au travail. La fin de la deuxième année a failli m'emporter. Le restaurant Giovanni a fermé. Le propriétaire a pris sa retraite. Le bâtiment a été vendu. Juste comme ça. 40% de mes revenus ont disparu du jour au lendemain. Je me suis assise sur mon lit de cité U et j'ai fait le calcul 3 fois, espérant que les chiffres changeraient. Ils n'ont pas changé. J'avais assez d'économies pour 6 semaines de loyer. Après ça, plus rien. J'ai pris mon téléphone, fait défiler jusqu'à ne pas répondre. Mon pouce a plané sur le bouton vert pendant 11 secondes. J'ai compté. J'ai posé le téléphone. Au lieu de cela, j'ai marché jusqu'au tableau d'affichage du campus et je me suis inscrite pour 2 autres boulots. Soutien scolaire en statistique pour les premières années et saisie de données en freelance pour un cabinet d'assurance local. Le week-end, mon emploi du temps se compressait à 3 heures de sommeil par nuit. Certains matins, je ne me souvenais pas d'être allé au campus.
Léna a commencé à laisser des barres de céréales dans mon sac à dos sans me le dire. Pendant ce temps, Juliette vivait son semestre à l'étranger à Florence. Je le sais parce que son Instagram existait même si je ne la suivais plus. L'algorithme se fichait de mes limites. Une photo a fait surface sur mon fil à 2 heures du matin. Juliette sur une terrasse surplombant l'Arnaud. Verre de vin à la main. Lumière dorée sur son visage. Légende, ma meilleure vie. Reconnaissante. Ma mère l'avait reposté avec ses propres mots. Ma fille conquiert le monde. J'étais assise dans la buanderie du sous-sol de ma résidence. Le néon grésillait. Le chauffage était en panne depuis 3 jours. Mes doigts étaient gercés par le liquide vaisselle et l'eau froide. Même parents, même sang. Monde différent. Puis une bouée de sauvetage. Le docteur Vasseur m'a appelé dans son bureau, non pas pour m'avertir, mais pour me remettre une lettre. J'avais été sélectionné pour une bourse de recherche d'été compétitive, entièrement financée, logement, indemnité, repas, tout couvert pour 10 semaines. Vous avez mérité ça, a-t-il dit, non pas à cause de votre situation, mais à cause de votre travail. Ce programme d'été a sauvé mon parcours universitaire, mais plus important encore, il m'a présenté à un réseau de personnes dans la technologie de la santé. Des gens qui voyaient ce que je pouvais construire, pas d'où je venais. L'une de ces connexions me mènerait à un nom que je n'entendrai plus pendant des années. Pas avant de me tenir au fond d'un mariage auquel je n'étais jamais censé assister. J'ai obtenu mon diplôme avec mention très bien un dimanche de mai. L'amphithéâtre contenait 4000 personnes. Aucune d'elles n'était pour moi. Léna se tenait dans les gradins avec une pancarte faite main qui disait « Docteur Dubois ». Un jour en lettres violettes tordues. Elle a hurlé mon nom quand j'ai traversé l'estrade. Une seule personne plus bruyante qu'une famille entière ne l'aurait été. Nous avons pris une photo dehors, juste nous deux, toques inclinés, souriant dans le téléphone de Léna. Pas de parents en arrière-plan, pas de bouquet, pas de réservation de restaurant après. Léna nous a conduites à un bistrot et nous avons partagé une assiette de frites en appelant ça une célébration. J'ai trouvé un emploi en 1 mois. Analyste logiciel débutante dans une petite entreprise de technologie de la santé en dehors de Paris. 12 employés, bureau exigu, café terrible. Mais j'ai appris vite, écrit du code, réparé des systèmes que personne d'autre ne voulait toucher, été promu une fois, puis une autre. À 24 ans, je dessinais quelque chose à moi sur des serviettes et des feuilles de calcul, une plateforme pour gérer les données des patients pour les petites cliniques, celles trop petites pour les logiciels d'entreprise mais trop complexes pour les dossiers papier. L'idée qui avait commencé par 12 pages dans le laboratoire du docteur Vasseur avait pris de l'ampleur. J'ai utilisé mes économies et un petit prêt création d'entreprise pour la lancer. Je l'ai nommé Medipon Solutions. La première année, j'avais 2 clients et une table pliante pour bureau. J'ai immatriculé la société sous mon nom d'usage de l'époque, enfin presque marié. J'avais été brièvement fiancé au milieu de la vingtaine à un homme nommé David Allaire. La relation n'a pas survécu aux semaines de 80 heures, mais au moment de notre séparation, tous mes documents commerciaux, ma réputation professionnelle et mes badges de conférence indiquaient Camille Allaire. Je ne les ai jamais changés. Cela semblait être mon nom à ce moment-là, un nom que j'avais gagné dans les salles de réunion, pas hérité à une table de dîner où je n'étais pas la bienvenue. Puis un soir, mon téléphone a sonné. Un indicatif des Yvelines que je n'avais pas vu depuis 6 ans. Et, a dit Juliette, c'est moi. Je sais. Maman ne sait pas que j'appelle. De quoi as-tu besoin, Juliette? Une faveur? Financière? Combien? 8 000 €. Je te rembourserai. Je ne peux pas demander à maman et papa. Ils ne doivent pas savoir. Pourquoi faire? C'est compliqué. Non, tu ne peux même pas, non. Elle a raccroché. 30 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu. J'ai décroché avant de pouvoir réfléchir. Comment oses-tu refuser ta sœur? La voix de ma mère était plus froide que dans mes souvenirs. Après tout ce que cette famille a fait. J'ai appuyé sur le bouton rouge, posé le téléphone face contre terre sur le comptoir et je suis resté là à rejouer ce que Juliette avait dit 30 minutes plus tôt. Maman ne sait pas que j'appelle. Donc, soit ma mère avait soudainement développé la télépathie, soit ma sœur m'avait menti dans les 5 premières secondes de notre première conversation en 6 ans. Certaines choses ne changent jamais.
Je me suis fait une tasse de thé et je me suis remise au travail. Je ne savais pas à quoi servaient les 8 000 €. Pas à ce moment-là, mais quand je l'ai découvert des années plus tard de la pire des manières, cela expliquait tout ce que Juliette cachait. Dominique n'a pas pris le rejet en silence. Elle ne le faisait jamais. En une semaine, mon téléphone a commencé à sonner. Des numéros que je n'avais pas vus depuis des années. Cousins, amis de la famille, des gens dont je me souvenais à peine des dîners de vacances de mon enfance. Tous avec le même script. Camille, ta mère est dévastée. Camille, comment as-tu pu tourner le dos à Juliette? Elle avait appelé chacun d'entre eux. Construit un nouveau récit à partir de zéro. Camille a de l'argent maintenant. Camille a refusé d'aider sa propre sœur. Camille est devenue froide et égoïste depuis qu'elle est partie. Tante Hélène a appelé. Ta mère pleure tous les soirs à cause de toi. A-t-elle pleuré quand je travaillais 3 emplois à 18 ans? C'était ton choix. Exactement. Et ceci est aussi mon choix. Au revoir, tante Hélène. Puis est venu le post Facebook. Long, performatif, dégoulinant d'une tristesse soigneusement construite. Certains enfants oublient d'où ils viennent. Le cœur d'une mère ne peut se briser qu'un certain nombre de fois. Elle ne m'a pas nommé. Elle n'avait pas à le faire. 142 mentions j'aime. Le commentaire de Juliette trônait tout en haut. Je t'aime, maman. Je suis là pour toi, toujours. Un duo parfait. La fille dévouée et la mère blessée mise en scène pour un public qui n'entendait jamais qu'un seul son de cloche. J'ai vu le post. Je n'ai pas réagi, je n'ai pas commenté. J'ai bloqué les 2 comptes, fermé mon ordinateur portable et je suis retourné déboguer l'intégration d'un client qui était dû le lendemain matin. Quelques jours plus tard, Léna m'a appelé pendant sa pause à l'hôpital. Elle était à la moitié de son internat à ce moment-là. Et, question au hasard. Le LinkedIn de Juliette dit qu'elle est cadre supérieur de santé, mais je l'ai cherché dans le registre national hier soir. Rien. Pas de licence, pas de dossier. Peut-être qu'elle ne l'a pas mis à jour. Ou peut-être qu'il n'y a rien à mettre à jour. J'ai classé ça dans un coin de ma tête. Je n'y ai plus pensé. J'étais trop occupé à construire quelque chose de réel pour chasser le mensonge de quelqu'un d'autre. J'aurais pu riposter. J'aurais pu poster ma propre version, corriger le tir, sortir les preuves, mais j'avais une entreprise à construire. Et la meilleure réponse à un faux récit n'est pas un contre-récit. C'est une vie qu'ils ne peuvent pas éditer. 26 mois après cet appel téléphonique, Medipont Solutions a clôturé sa levée de fonds de série à 4,2 millions d'euros de financement, 28 employés, un vrai bureau à la Défense avec de vrais bureaux et du café qui n'avait pas le goût de déterge. Je conduisais toujours une Honda Civic avec une bosse sur le pare-chocs arrière, je vivais toujours dans un 2 pièces à Courbevoie. Je n'ai pas construit cette entreprise pour impressionner qui que ce soit, ai-je dit à Léna quand elle m'a demandé pourquoi je n'avais pas changé de standing. Je l'ai construite parce que je n'avais pas de filet de sécurité et aucune autre option. Cet octobre-là, j'ai été invité à parler à une conférence sur les technologies de la santé à Lyon, 200 participants, principalement des administrateurs d'hôpitaux et des gestionnaires de cliniques. J'ai présenté la plateforme de Medipont, comment elle réduisait le temps d'intégration pour les petits cabinets de 60%. Comment elle s'intégrait aux systèmes existants sans le prix des logiciels d'entreprise. Après, un homme en blazer gris s'est présenté près de la machine à café. Grand, poignée de main confiante, contact visuel direct. Marc Weber, je suis directeur financier des cliniques Beauvallon, une chaîne régionale. Nous nous agrandissons. Ce que vous avez montré là-haut est exactement ce que nous cherchions. Combien de sites? Ai-je demandé. 14-22 d'ici l'année prochaine. C'est un déploiement important. C'est le cas, c'est pourquoi je veux parler chiffres. Pouvons-nous nous rencontrer le mois prochain? Nous avons échangé des cartes de visite. J'ai écrit un Marc Weber, clinique Beauvallon, suivi novembre dans mes notes de réunion ce soir-là. Juste un nom, juste un contrat potentiel. Alors que j'attendais mon train de retour, une notification est apparue sur mon téléphone. Juliette Dubois vous a envoyé une demande d'amis sur Facebook. Elle avait créé un nouveau compte. L'ancien était toujours bloqué. Je l'ai regardé quelques secondes, puis j'ai appuyé sur refuser et ranger mon téléphone. Marc Weber.
Je ne savais pas qu'il allait devenir le fiancé de ma sœur ou que notre accord ferait exploser un mensonge que ma famille construisait depuis 9 ans. 6 mois plus tard, l'accord avec les cliniques Beauvallon prenait forme. Valeur du contrat, 2,8 millions d'euros. Facilement le plus gros de l'histoire de Medipon. Mon équipe avait passé des semaines sur la proposition. Spécifications techniques, délai de mise en œuvre, documentation de conformité. La santé est très réglementée, et chaque détail devait être irréprochable. Dans le cadre de l'accord, Beauvallon voulait que Medipon gère leur module d'accréditation, le système qui suit les licences du personnel, les certifications et la formation continue pour les audits réglementaires. Pour le construire correctement, nous avions besoin de leur dossier du personnel existant comme données d'échantillons pour la mise en œuvre. Mon responsable de la conformité a demandé la liste complète du personnel avec les diplômes listés. C'était une exigence technique, pas une enquête. Juste des données dont nous avions besoin pour configurer le système correctement. Cette partie-là était routinière. Ce qui ne l'était pas, c'était l'enveloppe arrivée à mon appartement un mardi après-midi. Couleur crème, papier cartonné lourd, dorure sur les bords. Je l'ai ouverte, debout au comptoir de la cuisine, tenant toujours mes clés. Avec leur famille, Juliette Dubois et Marc Weber ont l'honneur de solliciter votre présence à leur mariage. Domaine de la Roseraie, Normandie, samedi 15 juin. 17h. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai posé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre et je suis resté là un moment. Marc Weber, le même Marc Weber dont le contrat était dans ma boîte de réception. Ma sœur épousait mon plus gros client. J'ai repris l'invitation. Un morceau de papier de cahier plié est tombé de derrière la carte de réponse. L'écriture était tremblante, penchée, de petites lettres appuyées fort sur le papier. S'il te plaît, viens. Papa. Pas Dominique, pas Juliette, Richard. Il l'avait glissé comme de la contrebande. Mon père ne savait pas ce que je faisais dans la vie. Il n'avait jamais demandé et je ne lui avais jamais dit. Notre seule communication en 9 ans avait été un email de 7 mots auquel il n'avait jamais donné suite. Il n'a pas envoyé l'invitation parce qu'il savait pour Marc ou Medipon. Il l'a envoyé parce que, malgré tous ses échecs, il voulait toujours ces 2 filles dans la même pièce. J'ai appelé Léna ce soir-là. Ma sœur épouse mon plus gros client. Silence. Est-ce qu'il sait qui tu es, a-t-elle demandé. Il me connaît comme la PDG de Medipon, pas comme la sœur de Juliette. Est-ce que Juliette le sait? Je ne pense pas. Elle n'a aucune idée de ce que je fais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé le papier du cahier, l'écriture de mon père, tremblante, petite, les lettres d'un homme qui n'avait pas le courage d'appeler, mais qui ne pouvait s'empêcher de tendre la main. Je vais y aller. J'aurais dû jeter l'invitation. Chaque partie rationnelle de moi disait, n'y va pas. Mais l'écriture de mon père sur du papier de cahier déchiré, caché derrière une carte de réponse comme s'il avait peur que quelqu'un la voie, a brisé quelque chose en moi que je pensais avoir scellé. J'ai passé 2 semaines à hésiter. Léna a dit, si tu y vas, vas-y pour toi, pas pour eux. Elle avait raison. Elle l'avait généralement. J'ai décidé d'y assister pour 3 raisons, tourner la page, le mot de mon père, et le fait que j'avais besoin d'un dernier face-à-face avec Marc avant de finaliser le contrat. Un mariage n'était pas idéal, mais rien dans cette situation n'était idéal. J'ai confirmé ma présence pour 2, moi-même et Léna, qui a insisté pour venir. Tu n'entres pas dans cette maison seule, a-t-elle dit. Pendant ce temps, le processus de diligence raisonnable suivait son cours. Mon équipe de mise en œuvre a commencé à exécuter les données d'accréditation via notre moteur de vérification. C'est une fonctionnalité clé de la plateforme, recouper les diplômes soumis avec les bases de données nationales et les registres universitaires. C'est ce que fait le logiciel. C'est littéralement le produit que nous leur vendions. Le genre de paperasse qui reste dans la boîte de réception de quelqu'un pendant une semaine avant que quelqu'un ne le remarque. Le tableur est revenu avec 14 noms. Je l'ai fait défiler à mon bureau, café à la main, ne m'attendant à rien d'inhabituel. Ligne 9, Juliette Dubois, cadre administratif de santé, master en informatique de santé, Université de Lyon. Mon estomac s'est noué. Pas de surprise, exactement. Quelque chose de plus proche de la confirmation. J'ai pensé à ce que Léna m'avait dit quelques années auparavant. Son nom n'était pas sur le registre national. J'aurais pu le signaler.
J'aurais pu dire quelque chose à Marc à ce moment-là, mais c'était un processus de conformité, pas une enquête personnelle. Le protocole était clair. Vérifier chaque nom sur la liste. Pas d'exception, pas de raccourci, pas de favoritisme dans un sens ou dans l'autre. J'ai envoyé un email à mon équipe juridique. Accélérer la vérification des diplômes, la liste complète, procédure standard. Je n'ai pas ciblé Juliette. Je n'avais pas à le faire. Le processus trouverait ce qu'il y avait à trouver. 3 jours plus tard, une note préliminaire est revenue de mon responsable de conformité. 3 noms signalés pour une vérification étendue. Les réponses institutionnelles peuvent prendre 2 à 4 semaines. Le mariage était dans 18 jours. Les résultats pourraient ne pas arriver avant la suite. Et j'ai réalisé que je n'allais pas seulement au mariage de ma sœur. Je marchais vers une collision entre 2 mondes qu'elle ne s'attendait jamais à voir se rencontrer. Je n'ai pas demandé quels étaient les 3 noms. Je n'en avais pas besoin. Le mariage était dans 18 jours. Les résultats de la vérification arriveraient dans 14. Le domaine de la Roseraie s'étendait sur 5 hectares de vignes et de jardins juste au nord de la côte normande. Des guirlandes lumineuses pendaient en boucle entre de vieux chênes. Du lin blanc drapait chaque surface. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de doux et de bon goût près de l'entrée du jardin. 200 chaises faisaient face à une arche fleurie. Cela ressemblait à une page de magazine. Cela sentait l'argent. L'argent de mes parents. Léna et moi sommes arrivés à 16h40. Je portais une robe bleu marine simple, cheveux lâchés, pas de bijoux voyants. Léna portait du noir. Soutien moral et ambiance funéraire, a-t-elle chuchoté. Les deux s'appliquent. Nous avions à peine passé la table d'accueil qu'une voix a coupé la musique ambiante. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Tante Hélène. Champagne à la main, même expression pincée qu'elle portait la dernière fois qu'elle m'avait dit que j'étais la difficile. J'ai été invité, ai-je dit. Par qui? Est-ce que ça compte? Je suis là. Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, puis a battu en retraite vers un groupe de cousins près du bar. Je l'ai regardé chuchoter quelque chose à 2 femmes que je reconnaissais vaguement. Les 2 se sont tournés pour me regarder. Puis ma mère est apparue. Dominique Dubois se déplaçait dans la foule comme une hôtesse lors d'un gala. Robe couleur champagne, brushing parfait, sourire réglé sur la puissance maximale. Elle touchait des épaules, embrassait des joues, riait de choses qui n'étaient pas drôles. Quand elle m'a vu, le sourire n'est pas tombé. Il s'est figé. Elle a traversé la pelouse en 6 secondes et m'a tiré derrière un treillis de roses blanches. Qu'est-ce que tu fais ici? J'assiste au mariage de ma sœur. Tu ne fais plus partie de cette famille depuis 9 ans. De qui était-ce le choix? Sa mâchoire s'est serrée. Ne fais pas de scène. Pas aujourd'hui. Je n'ai aucune intention de faire une scène, maman. Elle m'a étudié pendant 3 longues secondes, me lisant, calculant. Puis elle s'est retournée vers ses invités, la voix brillante et chaude comme le soleil. Camille a décidé de nous faire une surprise. Comme c'est merveilleux. Elle ne m'a pas touché, ne m'a pas serré dans ses bras, m'a juste intégré dans sa performance comme un fil lâche qu'elle devait rentrer avant que quelqu'un ne remarque. Puis j'ai senti une main sur mon épaule. Je me suis retourné. Mon père se tenait derrière moi. Son costume était un peu trop grand. Ses yeux étaient rouges. Il n'a pas dit un mot. Il m'a juste attiré dans ses bras et m'a serré. 9 ans. La première vraie étreinte en 9 ans. Je me suis raidi un instant. Mon corps ne se souvenait pas comment recevoir cela. Puis j'ai expiré et tapoté son dos. Salut, papa. Il a hoché la tête contre mon épaule, serré plus fort. J'ai senti les yeux de Dominique sur mon dos tout le temps que mon père me tenait. Elle n'était pas en colère que je sois venu. Elle avait peur. Je ne comprenais juste pas pourquoi. Pas encore. Juliette m'a trouvé 10 minutes plus tard. Elle est arrivée à travers la foule dans un nuage de tulle blanc et de lac. Son visage passant par des émotions plus vite qu'elle ne pouvait s'arrêter sur une seule. Choc, puis calcul, puis performance. Elle a atterri sur la performance. Camille, oh mon Dieu, tu es venue. Elle a jeté ses bras autour de moi devant une douzaine d'invités qui regardaient, sa voix assez aiguë pour porter. Tu m'as tellement manqué.
Son parfum coûtait cher. Son étreinte était creuse. Elle m'a serré comme un accessoire, assez fort pour les photos, assez lâche pour ne rien dire. Tu as l'air superbe, a-t-elle dit en reculant, me scannant de la tête aux pieds. Pas de chaleur, une évaluation. Félicitations, Juliette. Merci. Je n'arrive pas à croire que tu sois là. Maman ne m'a pas dit. Elle ne savait pas. Une lueur de quelque chose a traversé le visage de Juliette. Elle a récupéré vite. Ma mère s'est matérialisée à mon coude. Allons t'asseoir, Camille. Sa main s'est refermée sur mon bras, pas doucement, et m'a dirigé vers le fond de la zone de réception. La table était cachée derrière un pilier près de l'entrée du traiteur. Des marque-places pour des noms que je ne reconnaissais pas. Des gens du bureau de Juliette, des U+100 partenaires, le siège le plus éloigné de la table d'honneur, le siège le plus éloigné du micro. Nous ne t'attendions pas, a dit Dominique. Alors, c'était la seule place restante. Léna s'est assise à côté de moi et n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Son expression disait tout. Depuis la table d'honneur, la voix de ma mère portait à travers la réception alors qu'elle présentait Juliette aux sympathisants. Ma fille, la cadre de santé, elle a si bien réussi. Nous sommes si fiers. Ma fille, au singulier. Une cousine s'est penchée vers Dominique. Et Camille, que fait-elle ces jours-ci? Oh, elle se une pause, une inclinaison de la tête, point elle se cherche. Vous savez comment c'est. Un rire léger a parcouru la table. Quelques personnes ont jeté un coup d'œil dans ma direction. La main de Léna a trouvé la mienne sous la nappe. Respire. Je respire. J'ai respiré à travers pire que ça pendant 9 ans. Au bar, Marc se tenait avec un groupe de garçons d'honneur gesticulant avec animation. Je l'ai entendu dire assez fort pour que ça porte, attendez de rencontrer notre partenaire technologique stratégique plus tard. Elle vient juste pour cet accord majeur. Il parlait de moi. Il ne le savait juste pas encore. Les discours ont commencé après le plat principal. Le témoin de Marc est passé en premier. Charmant, oubliable. Puis la demoiselle d'honneur de Juliette, une amie de fac qui a pleuré sur commande. Applaudissements polis, verre levé, le rythme d'un mariage faisant ce que font les mariages. Puis ma mère s'est levée. Dominique Dubois a pris le micro comme si elle était née en en tenant un. Elle a souri à la foule, tamponné ses yeux avant même d'avoir dit un mot. La performance était immaculée. Je veux parler de ce que c'est d'élever une fille, a-t-elle commencé. Mes doigts se sont resserrés autour de mon verre d'eau. Elle a parlé de sacrifices, de nuits tardives et de matins précoces, de tout versé dans l'avenir de Juliette. Elle a parlé de l'incroyable carrière universitaire de Juliette, de son dévouement, de son indépendance. J'ai élevé ma fille pour qu'elle soit indépendante, a dit Dominique. Pour chasser ses rêves, pour ne jamais se contenter de peu. Aujourd'hui, elle épouse un homme digne de tout ce qu'elle a construit. Indépendante. Le mot m'a frappé comme une gifle. Le même mot qu'elle avait utilisé pour tout me refuser. Elle a continué. Juliette est la preuve que lorsqu'une famille investit dans ses enfants, de belles choses se produisent. 200 personnes ont applaudi. Je n'ai pas bougé. La main de Léna a appuyé plus fort contre la mienne. Puis le regard de Dominique a dérivé à travers la pièce et s'est posé sur moi. Une pause. Pratiquée. Délibérée. Et bien sûr, nous aimons tous nos enfants, a-t-elle dit de la manière dont on ajouterait une note de bas de page. Une pensée après coup agrafée au bas d'une page finie. Quelques têtes se sont tournées vers moi. J'ai gardé mon visage immobile. Dominique a conclu avec un grand geste. Pourquoi ai-je l'impression qu'il manque quelque chose aujourd'hui? Oh, je pense que c'est parce que notre famille est enfin complète à nouveau. Applaudissements. Ma mère est retournée à son siège rayonnante. Mon père est apparu à ma table quelques instants plus tard. Sa main a trouvé mon épaule. Elle ne voulait pas dire ça comme ça. Elle voulait dire exactement ça, papa. Elle le fait toujours. Il a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Il a tapoté mon épaule une fois et est retourné à la table d'honneur. Je n'allais rien dire. Je n'allais pas faire de scène. J'allais m'asseoir à ma table au fond de la salle, finir mon eau et partir. C'était le plan.
C'était toujours le plan. Mais alors, Marc s'est dirigé vers ma table avec un homme que je reconnaissais, et le plan a cessé d'avoir de l'importance. Grégoire Hamon m'a vu le premier. C'était l'associé de Marc. Je l'avais rencontré une fois lors d'un appel vidéo pendant les négociations du contrat. Trapu, le visage rouge, une voix qui portait. Il s'est arrêté à mi-chemin à 1 mètre de ma table. Camille Dubois, Mehdi Pons. Marc s'est retourné, m'a regardé, puis a regardé à nouveau. Attends. Son visage s'est réorganisé en temps réel. Tu es Camille Dubois. La Camille Dubois. Je me suis levé. Salut, Marc. Mais à l'air, ce n'est pas. Il a regardé l'invitation dans sa mémoire. Dubois. Attends, ton vrai nom est Dubois. Camille Dubois, la sœur aînée de Juliette. J'utilise à l'air professionnellement. Depuis des années. L'air entre nous a changé. J'ai regardé Marc faire le calcul. Le nom de famille, l'invitation, la sœur que Juliette avait mentionnée seulement en passant, toujours vaguement, toujours avec dédain. Elle n'a jamais. Il s'est tu. Elle n'a jamais mentionné qu'elle avait une sœur dans la tech. Elle a dit que sa sœur était. Il s'est arrêté, mais pas assez vite. Était quoi, ai-je demandé. Ses yeux se sont baissés. Elle a dit que vous étiez brouillé. Que tu avais des problèmes. Je vois. Les gens aux tables voisines se retournaient. Une conversation à ce volume avec le marié lors d'un mariage. Cela attirait les regards comme une voix élevée dans une bibliothèque. Ma mère est apparue en quelques secondes. Elle s'est déplacée à travers la foule avec la précision de quelqu'un qui avait passé une vie à contrôler des pièces. Marc, chérie, n'embête pas Camille. Sa voix était chaude. Ses yeux ne l'étaient pas. Elle est là pour profiter, pas pour parler affaires. Marc a regardé Dominique. De la façon dont on regarde quelqu'un qui vient de vous dire que le ciel est vert. Affaire ? Madame Dubois. Savez-vous qui c'est ? Il a fait un geste vers moi. C'est la PDG de Mehdi Pons Solutions. Nous sommes sur le point de signer un contrat de 2,8 millions d'euros avec son entreprise. Le visage de Dominique a fait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pendant une seconde, peut-être moins. Le masque a glissé. Sa bouche s'est ouverte. Ses yeux se sont écarquillés. Quelque chose derrière eux a recalculé. Puis le sourire est revenu plus mince, plus serré. Eh bien, n'est-ce pas charmant ? À travers la réception, Juliette regardait. Elle était en pleine conversation avec une demoiselle d'honneur, mais son corps s'était tourné vers nous, son verre figé à mi-chemin de ses lèvres. Elle l'a posé sur la table la plus proche et a commencé à marcher vers nous. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu la peur dans les yeux de ma sœur. Pas de moi, mais d'être découverte. Marc n'a pas attendu que Juliette nous rejoigne. Il se dirigeait déjà vers l'estrade, micro à la main, courant sur l'adrénaline d'un homme qui vient de tomber sur ce qu'il pensait être la plus grande coïncidence de la soirée. Tout le monde, désolé. Encore une petite annonce rapide. Il a souri à la foule. 200 visages se sont tournés. Je viens de découvrir quelque chose d'incroyable. La PDG de Mehdi Pons Solutions, l'entreprise qui est sur le point de transformer nos opérations cliniques, est ici ce soir. Et il se trouve qu'elle est la sœur aînée de Juliette. Le quatuor à cordes s'était arrêté. Même le personnel de traiteur s'est arrêté. Camille a l'air, ou comme je viens de le découvrir, Camille Dubois, la sœur aînée de Juliette. Marc a pointé vers ma table. Elle a construit son entreprise à partir de zéro. Pas de relation familiale, pas d'investisseur. Au début, elle a codé le premier prototype elle-même tout en travaillant 2 emplois. Finaliste Forbes 30 Under 30. Et elle était assise à la table du fond tout ce temps. Silence d'abord, puis applaudissements dispersés au début, puis plus forts, puis soutenus. Les gens tendaient le cou. Quelques-uns se sont levés. Je suis resté debout, j'ai hoché la tête une fois. Merci, Marc. C'est le jour de Juliette. Gardons l'attention sur les mariés. Mais 200 personnes faisaient déjà ce que font 200 personnes. Elles recalculaient. Je pouvais le voir sur leur visage. Les murmures ont commencé immédiatement. Attends, c'est la sœur que Dominique disait se chercher ? C'est celle qui est partie ?
Forbes. À la table d'honneur, ma mère était assise immobile. Elle souriait toujours, mais le sourire était devenu rigide. Le genre d'expression que les muscles maintiennent quand le cerveau derrière a arrêté d'envoyer des instructions. Juliette se tenait figée près de la table des desserts, son bouquet pendait d'une main, et tante Hélène, la messagère la plus fidèle de ma mère, la femme qui m'avait appelé et difficile 2 fois en une décennie, a marché jusqu'à moi avec le visage rouge pivoine. « Pourquoi tu ne nous as pas dit ?»« Je l'ai fait, tante Hélène. J'ai gardé ma voix égale. Il y a 6 ans, tu as dit que j'étais la difficile. » Elle n'avait pas de réponse à cela. Elle est restée là avec la bouche à moitié ouverte, puis s'est retournée et s'est éloignée. La révélation du statut n'était que l'apéritif. Le plat principal arrivait encore, et il n'avait rien à voir avec moi. Juliette a atteint Marc avant moi. Je ne pouvais pas entendre les mots d'où je me tenais, mais je pouvais lire le langage corporel. Les mains de Juliette bougeaient vite, expliquant, déviant, remodelant. Les bras de Marc étaient croisés. Sa mâchoire était serrée. Il a secoué la tête une fois lentement de la façon dont un homme le fait quand il entend quelque chose qui ne colle pas. Dominique m'a intercepté sur le chemin du bar. « Tu as planifié ça, n'est-ce pas ?»« Planifié quoi ? Avoir du succès ?» Je l'ai regardé. « Non, maman. C'était ton idée. Souviens-toi, sois indépendante. Tu es venue ici pour humilier ta sœur. Je suis venu parce que papa me l'a demandé. Tout le reste, tu l'as construit toi-même. » Elle s'est rapprochée, sa voix est tombée dans un sifflement. « Tu as toujours dû tout ramener à toi. C'est la première fois en 9 ans que je suis dans la même pièce que toi. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai pas demandé le micro. Ton gendre m'a présenté. Vois ça avec lui. » Elle s'est retournée et s'est éloignée. J'ai regardé ses mains. Elle tremblait. 5 minutes plus tard, Marc est apparu à mes côtés. Son téléphone était dans sa main. Son visage était différent maintenant. La chaleur de l'annonce disparut, remplacée par quelque chose de plat et contrôlé. « Camille, on peut parler ? » « Pas ici. » Nous sommes sortis sur le balcon surplombant le vignoble. Le soleil se couchait. La lumière était magnifique. Cela semblait obscène compte tenu de ce qui arrivait. Mon équipe m'a envoyé le rapport de diligence raisonnable ce matin, a-t-il dit. Je ne l'avais pas lu avant tout à l'heure. Il a levé son téléphone. Le nom de Juliette est sur la liste de vérification des diplômes. Je sais. Ça dit que son master de l'université d'État n'existe pas. Ils n'ont aucune trace d'elle terminant un programme. Elle s'est inscrite mais n'a pas fini la 2e année. Je sais. Il m'a fixé. Tu savais et tu ne me l'as pas dit. La vérification finale est revenue hier matin. Livraison samedi à l'email de mon responsable de conformité. Elle me l'a transféré 3 heures avant que je monte dans la voiture pour conduire ici. Je n'ai pas eu le temps de le faire traiter par le juridique encore, Marc. Je ne savais même pas comment commencer cette conversation. Salut, les diplômes de ta fiancée sont faux. Aussi, elle est ma sœur avec qui je suis brouillé. Il n'y a pas de manuel pour ça. L'écran de son téléphone est devenu noir. Il est resté là, les 2 mains sur la rambarde, fixant les rangées de vignes en bas. 3 minutes de silence. La basse de la musique de réception battait faiblement à travers les portes vitrées. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je vais lui demander une fois, a dit Marc, serrant toujours la rambarde. Devant tout le monde. Parce que si elle me ment en face une fois de plus devant ma famille, mes partenaires, alors je saurai exactement qui j'ai failli épouser. Marc, ne fais pas ça. Il est rentré à l'intérieur. J'ai suivi 3 pas derrière. Je ne voulais pas faire partie de ce qui allait se passer, mais je ne pouvais pas détourner le regard non plus. Juliette se tenait près de la table du gâteau parlant à une demoiselle d'honneur avec un sourire qui travaillait trop dur. Elle a vu Marc arriver et son sourire s'est éclairé. « Bébé, peu importe ce qu'elle t'a dit. As-tu obtenu ton diplôme de l'université ?» La demoiselle d'honneur a fait un pas en arrière. « Quoi ?» Juliette a ri d'un son nerveux et court. « Bien sûr que. Je ne demande pas as-tu obtenu ton diplôme ?» Les yeux de Juliette ont bougé. Gauche, droite. Elle scannait la pièce,
calculant qui pouvait entendre. La plupart des tables à portée de voix s'étaient tues. On peut en parler plus tard? Tu m'as dit que tu avais un master. La voix de Marc n'était pas forte. Elle était rigide, le genre de calme qui fait que les gens se penchent. Tu as dit à tes parents que tu étais diplômé. Tu as dit à ma clinique que tu étais certifié. Dominique s'est matérialisé aux côtés de Juliette. Sa main a trouvé le bras de Juliette. Marc baisse d'un ton. Le saviez-vous? Il s'est tourné vers Dominique. Savoir quoi? Ma fille a obtenu son diplôme avec les honneurs. Elle n'a pas obtenu de diplôme du tout, Madame Dubois. La voix de Marc s'est brisée sur le dernier mot. Elle a abandonné en deuxième année. 200 invités. Silence total. Même le quatuor à cordes s'était arrêté. Le seul son était un verre de vin que quelqu'un avait posé trop fort à la table 6. Le visage de Juliette s'est effondré. La performance est tombée d'un coup, comme un échafaudage s'effondrant d'un bâtiment. Les larmes ont strié son maquillage. J'allais te le dire. Quand? Après le mariage. La mâchoire de Marc tremblait. Après que je t'ai embauché dans mon entreprise sur la base d'un CV que tu as inventé? Dominique a ouvert la bouche à nouveau et Marc a pivoté vers elle. Stop. Marc a levé une main. Pas fort, pas un cri, mais le seul mot a atterri comme une porte qui claque. La bouche de Juliette s'est figée au milieu d'une phrase. La réception entière s'est immobilisée. Il s'est tourné et m'a regardé, debout à 3 mètres, silencieuse, ne tenant rien, ne faisant rien. Cette personne, sa voix s'est brisée. Il a pressé son poing contre sa bouche un moment, s'est stabilisé, puis a laissé tomber sa main. Cette personne est la seule Dubois honnête dans cette pièce. 200 personnes m'ont regardé. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'en avais pas besoin. Au bord de l'estrade, mon père se tenait seul. Une main agrippait le dossier d'une chaise. Il ne défendait personne. Il ne parlait pas. Il pleurait silencieusement, de la façon dont les hommes pleurent quand ils savent depuis des années et n'ont rien dit. Marc a quitté la terrasse et n'a pas regardé en arrière. Grégoire l'a suivi. Un groupe de garçons d'honneur a traîné derrière, échangeant des regards qui disaient ce que personne ne dirait à voix haute. Ce mariage était terminé. Juliette s'est effondrée au sol. Sa robe s'est tassée autour d'elle comme un parachute dégonflé. Tout ce tissu blanc, tout cet argent s'installant sur les dalles de pierre. 2 demoiselles d'honneur se sont accroupies à côté d'elle. L'une lui a tendu une serviette. Juliette ne l'a pas prise. La réception bourdonnait du murmure électrique bas de 200 personnes traitant quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Des chaises ont raclé, des téléphones sont sortis. Quelqu'un à une table du fond envoyait déjà des SMS. Ma mère s'est tournée vers moi. Son sang-froid avait disparu. Pas fissuré, brisé. Sa voix est sortie à vif. Tu es contente maintenant? Tu as détruit la vie de ta sœur. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait un pas de plus. J'ai parlé assez clairement pour que les tables voisines entendent. Pas parce que je voulais un public, mais parce que j'avais fini d'avoir des conversations dans les coins. Non, maman. Les mensonges de Juliette ont détruit la vie de Juliette. Le processus de conformité standard de mon entreprise a trouvé la vérité. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la responsabilité. Tu aurais pu l'enterrer. S. À voix tremblait. Tu aurais pu ne rien dire. Et commettre une fraude? Risquer mon entreprise, mes employés, mes clients pour un mensonge? J'ai secoué la tête. Non, je ne sacrifierai pas mon intégrité pour l'image de cette famille. Plus maintenant. Quelque chose a changé dans la foule. Je pouvais le sentir, le poids de la perception basculait. Quelques proches aux tables voisines ont échangé des regards. Tante Hélène a pressé sa main contre sa bouche. Un homme plus âgé que je ne reconnaissais pas, quelqu'un du côté de Marc, m'a fait un signe de tête une fois. Juste une fois, mais cela signifiait tout. Dominique a regardé autour d'elle. Pour la première fois, la salle n'était pas avec elle. Elle s'est retournée et a marché vers le parking sans un autre mot. Une main a touché mon bras. Je me suis retourné. Mégane, la demoiselle d'honneur de Juliette,
se tenait là, les yeux rouges. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années, a-t-elle dit. Je savais pour le diplôme. Elle m'a supplié de garder le silence. Je suis désolé. Le mensonge avait donc des racines plus profondes et plus larges que je ne l'avais imaginé. J'ai ramassé ma pochette sur la table. Il était temps de partir. J'étais à mi-chemin du parking en gravier quand j'ai entendu ses pas. Irréguliers, précipités, chaussures de ville sur pierre meuble. Camille, attends. Je me suis arrêté mais je ne me suis pas retourné. L'air du soir était chaud et calme. Les grillons avaient commencé dans les rangées de vignes. Je n'ai plus rien à dire, papa. Alors laisse-moi dire quelque chose. Sa voix était essoufflée. Pour une fois, je me suis retourné. Mon père se tenait sous une guirlande lumineuse qui se terminait au bord du terrain. Sa cravate était desserrée. Ses yeux étaient enflés. Il avait l'air 10 ans plus vieux que l'homme que j'avais laissé dans le garage ce matin-là, il y a 9 ans. Je savais que c'était mal, a-t-il dit. Chaque jour, Camille, je savais que ce que ta mère faisait était mal, et je n'ai rien dit. Pourquoi? Il a pressé ses lèvres l'une contre l'autre, a regardé le sol, m'a regardé à nouveau. Parce que j'étais un lâche. Parce qu'il était plus facile de te perdre silencieusement que de la combattre bruyamment. Sa voix s'est brisée. Et ça me rend pire qu'elle. Parce qu'elle, au moins, croyait qu'elle avait raison. Je savais qu'elle avait tort. Et j'ai quand même choisi la paix. Le mot a plané entre nous. Paix. Le même mot derrière lequel il s'était caché toute ma vie. Ce n'était pas la paix, papa. C'était de l'abandon. Je sais. Silence. Une voiture a démarré quelque part sur le parking. La basse étouffée de la musique de réception pulsait encore de l'intérieur. Quelque part derrière nous, Juliette était toujours assise par terre dans sa robe de mariée. Quelque part, ma mère cherchait ses clés de voiture. Et ici, sous une guirlande lumineuse sur un terrain de gravier, mon père faisait la seule chose honnête qu'il avait faite en une décennie. Je ne te déteste pas, ai-je dit. Mais je ne peux pas te pardonner ce soir. Peut-être pas avant longtemps. C'est juste. Je dois y aller. Il a hoché la tête. Conduis prudemment. 2 mots, simples, petits. Mais ce n'était pas une excuse cette fois. Ce n'était pas une dérobade. Pour la première fois en 9 ans, mon père m'a dit quelque chose qui n'était pas conçu pour mettre fin à une conversation. C'était un aveu qu'il n'avait aucun droit d'en prolonger une. Léna attendait près de la voiture. Elle n'a pas demandé ce qu'il avait dit. Elle a juste démarré le moteur. Je n'ai pas pleuré jusqu'à ce que nous touchions l'autoroute. Les retombées sont venues par vagues. La première vague était numérique. En 48 heures, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Mais pour la première fois en près d'une décennie, les appels n'étaient pas des accusations. C'étaient des excuses. Tante Hélène a appelé le lundi matin. Sa voix était différente. Plus basse, dépouillée de la certitude vertueuse avec laquelle j'avais grandi. Camille, je te dois des excuses. J'ai cru tout ce que ta mère m'a dit pendant 9 ans. Chaque mot. J'avais tort. Je l'ai remercié. Je n'ai pas dit que c'était bon parce que ça ne l'était pas. Ma grand-tante Marguerite, la sœur de ma grand-mère, le membre vivant le plus âgé de la famille, m'a envoyé un email ce soir-là. 3 lignes. Ta grand-mère aurait été si fière de toi. Je suis désolé que nous n'ayons pas été là. S'il te plaît, ne nous abandonne pas tous. La deuxième vague était professionnelle. Les collègues de Marc chez Beauvallon ont commencé à vérifier l'historique d'emploi de Juliette. Ce qu'ils ont trouvé correspondait à ce que je soupçonnais déjà. Juliette n'avait jamais tenu le titre de cadre de santé. Elle était réceptionniste, une bonne réceptionniste selon la plupart des comptes, agréable, organisée, appréciée, mais le titre sur son LinkedIn, les diplômes sur son CV, le diplôme sur le mur de son bureau à domicile, rien de tout cela n'était réel. Marc m'a envoyé un email mardi soir, professionnel, contrôlé. Le contrat avec Mehdi Pont reste sur les rails. La situation de Juliette est personnelle et je ne laisserai pas cela affecter notre relation professionnelle, mais j'ai besoin d'un peu de temps avant notre prochaine réunion. J'espère que vous comprenez. J'ai compris. La troisième vague était les réseaux sociaux.
Dominique a posté une fois un long paragraphe larmoyant. Ma famille est déchirée par la jalousie et les mensonges. Priez pour nous. C'était le même script qu'elle avait joué pendant des années, mais cette fois la section des commentaires n'a pas coopéré. Et Camille? Que s'est-il vraiment passé au mariage? Est-ce vrai pour le diplôme de Juliette? Elle a supprimé le post en 4 heures. Puis mercredi soir, un texto de Juliette. Pas de préambule, pas de performance. Je suis désolé pour tout. Je ne m'attends pas à ce que tu me crois. Je l'ai lu 3 fois. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je ne la croyais pas, mais parce que je ne savais pas encore quoi dire. Certains messages doivent reposer avant de savoir ce qu'ils méritent. 2 semaines plus tard, les conséquences avaient cessé d'être des murmures pour devenir des faits. Juliette a été licenciée des cliniques Beauvallon. L'examen du service RH a confirmé ce que Marc savait déjà. Elle avait déformé ses qualifications sur sa demande d'emploi, un diplôme fabriqué, un titre professionnel qu'elle n'avait jamais détenu. Selon le droit du travail, cela seul était une cause suffisante, mais c'était pire qu'un simple licenciement. Parce que Juliette avait listé ses faux diplômes sur des documents soumis lors d'un audit de conformité l'année précédente, l'équipe juridique de la clinique l'a signalé comme une responsabilité potentielle. Elle n'a pas été inculpée pénalement. Il n'y avait pas de préjudice aux patients, pas de fraude à la facturation, mais le licenciement a été documenté comme une fausse déclaration de qualification. Et dans la santé, c'est le genre de note qui vous suit d'une candidature à l'autre. Marc a annulé le mariage discrètement. Pas d'annonce dramatique, pas de déclaration publique. Il a simplement informé la famille et les amis que les fiançailles étaient terminées. Le domaine de la roseraie a remboursé ce qu'il pouvait. Les cadeaux de la liste ont été retournés. La lune de miel au Portugal a été annulée. J'ai entendu cela de seconde main par Léna, qui l'a entendu d'une connexion mutuelle à l'hôpital. Le cercle social de Dominique, celui qu'elle avait passé 30 ans à cultiver, a commencé à se contracter. Les vieux amis ont arrêté d'appeler. Les voisins qui passaient avec des gâteaux ont gardé leur distance. La grand-tante Marguerite m'a dit que lors d'un rassemblement familial le mois suivant, Dominique s'est assise dans un coin et n'a parlé à presque personne. Elle ressemblait à une femme qui n'avait plus de texte, a dit Marguerite. Le contrat Medipont avec Beauvallon est passé comme prévu, 2,8 millions. Mon équipe a géré la mise en œuvre au cours des 6 mois suivants. Marc et moi avons gardé les choses professionnelles, cordiales, efficaces, séparées de tout ce qui est personnel. Il m'a envoyé des fleurs pour le 5e anniversaire de Medipont. La carte disait « d'une personne self-made à une autre ». Puis, un jeudi pluvieux, un paquet est arrivé à mon appartement. Petit, pas d'adresse de retour. Cachet de la poste des Yvelines. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier que je n'avais pas vu depuis 12 ans. Mon certificat de félicitations du conseil de classe, celui que ma mère avait arraché du réfrigérateur quand j'avais 15 ans, celui qui avait disparu au matin. Il était légèrement plié au coin, jauni sur les bords. Un post-it était collé au dos avec l'écriture tremblante de mon père. Ce n'était jamais encombré. C'était toujours à toi. Il l'avait gardé. 12 ans dans un tiroir de bureau, caché de ma mère, de la façon dont il avait caché chaque impulsion honnête qu'il avait jamais eue. Ce n'était pas assez. Un morceau de papier ne pouvait pas défaire une décennie. Mais je l'ai tenu longtemps avant de le poser. Je n'ai appelé personne pendant une semaine. J'avais besoin de silence. Puis un dimanche matin, je me suis assise à ma table de cuisine avec une tasse de café et j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. Pas par colère, pas par victoire, mais par clarté. J'ai fixé les conditions. J'ai écrit un email à ma mère. Pas un texto, pas un appel, un email. Parce que Dominique performait mieux en temps réel, et je ne lui donnais pas de scène. Maman, je ne te déteste pas, mais je ne ferai plus semblant. Tu as choisi Juliette non pas parce qu'elle avait plus besoin de toi, mais parce qu'elle était plus facile à contrôler. J'étais gênante parce que je posais des questions. Je ne demande plus. Si tu veux une relation avec moi, cela commence par l'honnêteté, pas une performance, pas un post Facebook. L'honnêteté. La balle est dans ton camp. J'ai appuyé sur envoyer. Je ne l'ai pas relu. Elle n'a jamais répondu. Je n'étais pas surprise. Les narcissiques ne négocient pas. Ils performent ou ils battent en retraite.
Dominique a battu en retraite. J'ai appelé mon père le soir suivant. Je suis ouverte à garder contact, ai-je dit, mais à mes conditions. Plus de donne-lui du temps. Plus de cache-cache derrière maman. Si tu veux être mon père, sois mon père à voix haute. Une longue pause. Je pouvais l'entendre respirer. Je vais essayer. N'essaie pas, fais-le. D'accord. Ce n'était pas une grande réconciliation. C'était une fissure dans un mur. Assez pour laisser passer la lumière. Pas assez pour passer à travers. Pas encore. Quant à Juliette, je ne l'ai pas contactée. Pas parce que je la détestais. Parce que je n'étais pas prête. Le pardon n'est pas une porte que vous claquez. C'est une porte que vous ouvrez quand vous êtes assez forte pour vous tenir dans l'encadrement sans tressaillir. Je n'en étais pas encore là. Peut-être un jour, mais pas selon le calendrier de quelqu'un d'autre. Ce vendredi soir-là, Léna est venue avec de la nourriture thaï et une bouteille de vin. Nous nous sommes assises sur le sol de mon salon, les récipients étalés entre nous, et elle a levé son verre. À la famille que tu as choisie. J'ai souri. Pour la première fois dans toute cette histoire, un vrai sourire. À la famille que j'ai choisie. Il y a une question que les gens me posent, pas souvent, mais quand ils entendent des morceaux de mon histoire lors d'une conférence ou d'un dîner ou dans une de ces conversations de fin de soirée qui vont plus loin que prévu, ils demandent « Te sens-tu vengé ?» Je suis assise dans mon bureau en ce moment. Il est tôt, 6h30, avant que quiconque n'arrive. La skyline de la Défense vire à l'orange à travers la fenêtre. 28 bureaux là-bas, 28 personnes qui entreront dans l'heure. Chacune d'elles construisant quelque chose qui compte. Cette entreprise a commencé comme 12 pages dans le laboratoire d'un professeur et une fille qui ne pouvaient pas se permettre ses propres draps de dortoir. Et non, je ne me sens pas vengé. La vengeance implique que j'avais besoin qu'ils aient tort pour que j'aie raison. Je n'en avais pas besoin. J'avais juste besoin d'être libre. Pendant des années, je me suis mesuré à une échelle que ma mère avait construite. Une échelle conçue pour que je sois toujours trop courte et que Juliette brille toujours. Il m'a fallu longtemps pour réaliser que l'échelle elle-même était cassée. Pas moi. J'ai commencé une thérapie il y a 3 ans, 2 fois par mois, le mercredi soir, avec une femme nommée Dr Rousseau, qui a une façon de poser des questions qui vous font rester assise en silence pendant une minute entière avant de pouvoir répondre. Je pensais que la thérapie était un signe de faiblesse, quelque chose dont on avait besoin seulement si on ne pouvait pas gérer ses propres problèmes. Il s'avère que c'est le contraire. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Plus difficile que de construire mes 10 ponts, plus difficile que de dormir 3 heures par nuit. Plus difficile que de marcher dans ce mariage. La voix de ma mère joue encore dans ma tête parfois. La résilience est un don, Camille. Elle l'a dit pour justifier de me laisser sans rien. Elle le pensait comme une arme. Mais elle avait raison sur une chose. La résilience est un don. Elle ne me l'a juste pas donné. Je l'ai forgé moi-même. Dans des cuisines tard la nuit et des salles de classe tôt le matin et une chambre de cité U avec une fenêtre cassée, et personne, pas elle, pas quiconque, ne peut s'attribuer le mérite de cela. Voici où tout le monde en est maintenant. Ma mère vit toujours dans la maison de l'avenue des Tilleuls. Elle poste sur Facebook moins fréquemment, 1 ou 2 fois par mois, là où c'était quotidien. Les posts sont plus courts. Plus de longs paragraphes sur le sacrifice et la maternité. Surtout des photos de son jardin. Tante Hélène m'a dit que Dominique a rejoint un club de lecture mais a quitté après 2 réunions parce que les femmes posaient trop de questions personnelles. Elle ne m'a pas contacté. Je ne m'attends pas à ce qu'elle le fasse. Certaines personnes préfèrent perdre une fille plutôt que d'admettre qu'elles avaient tort. J'ai fait la paix avec ça. Pas parce que ça ne fait pas mal, mais parce qu'attendre qu'elle change faisait plus mal. Mon père m'appelle tous les dimanches à 17h30 comme une horloge. Les appels durent 5 à 10 minutes. Il me parle de la météo, du chien du voisin, d'un documentaire qu'il a regardé. Il ne mentionne jamais ma mère. Je ne demande jamais. Ce n'est pas assez, mais c'est quelque chose. Et après 9 ans de rien, quelque chose ressemble à beaucoup. Il essaie. Je vois ça. Je ne suis pas sûr qu'essayer soit suffisant, mais il le fait à voix haute, et c'est la partie qui compte. Juliette s'est inscrite dans un IUT, un vrai programme cette fois avec de vrais relevés de notes et de vrais cours.
Elle et Marc ne sont plus ensemble. Elle m'a envoyé une lettre manuscrite, 4 pages recto verso, environ 3 mois après le mariage. Je l'ai lue à ma table de cuisine. Elle était honnête d'une manière dont Juliette n'avait jamais été honnête avec moi auparavant. Elle n'a pas blâmé ma mère. Elle ne m'a pas blâmé. Elle a écrit, « J'ai passé si longtemps à être qui il voulait que je sois que j'ai oublié de devenir quelqu'un de réel. » Je n'ai pas encore répondu. Certaines lettres ont besoin de temps pour reposer avant de savoir quoi dire en retour. Mais je ne l'ai pas jetée non plus. Elle est dans mon tiroir de bureau juste à côté du certificat de félicitations. Marc et moi avons clôturé le contrat Beauvallon avec succès. Nous gardons les choses professionnelles, propres, respectueuses, délimitées. C'est un homme bien qui a été pris dans le naufrage de quelqu'un d'autre. Je respecte la façon dont il a géré cela. Et moi, Mehdi Pont grandit. Nous embauchons. La plateforme est active dans plus de 30 cliniques à travers la France, Beauvallon, plus une douzaine d'autres partenaires. Mais ce n'est pas la mise à jour qui compte. La mise à jour qui compte est celle-ci, je dors toute la nuit maintenant. Je ne tressaille pas quand un indicatif des Yvelines allume mon téléphone. J'ai des gens autour de moi qui m'ont choisi, non pas parce que nous partageons du sang, mais parce que nous partageons du respect. C'est assez. C'est plus qu'assez. Si vous regardez ceci et que vous reconnaissez votre famille et la mienne, je vous vois. J'étais vous. Vous n'avez pas à faire sauter un mariage pour trouver votre liberté. Parfois, c'est plus silencieux que ça. Parfois, c'est bloquer un numéro à 2 heures du matin. Parfois, c'est entrer dans le cabinet d'un thérapeute pour la première fois et dire la phrase que vous retenez depuis des années. Parfois, c'est juste le mot non. Dit une fois, dit clairement, et non retiré. Mes parents m'ont appris une chose, même s'ils ne le voulaient pas. Ils m'ont appris que je pouvais survivre sans eux. Et une fois que vous savez ça, que vous le savez vraiment, dans vos os, dans vos pires moments, dans le silence d'une chambre de cité vide à 18 ans, personne n'a plus de pouvoir sur vous. Je ne raconte pas cette histoire pour faire pitié. J'ai une entreprise, une meilleure amie qui m'a tenu la main sous une nappe lors du pire dîner de l'histoire de Normandie, et une vie que j'ai construite de mes 2 mains brûlées, gercées, ridées par l'eau de vaisselle. Je n'ai pas besoin de pitié. Je raconte cette histoire parce que pendant 9 ans, ma mère a contrôlé le récit. Camille est partie parce qu'elle était difficile. Camille a refusé notre aide. Camille est le problème. 200 personnes l'ont cru. Ma tante l'a cru. Mes cousins l'ont cru, et il y a eu des nuits, de longues nuits froides à 3 heures du matin où j'ai presque cru, moi aussi. Aujourd'hui, je reprends mon histoire. Si vous êtes le bouc émissaire de votre famille, celui qui est le trop ou pas assez, si vous êtes le nom qui est chuchoté à Noël, l'enfant dont le certificat a été arraché du réfrigérateur, écoutez-moi quand je dis ceci, leur rejet n'est pas votre reflet. Je suis Camille Dubois. J'ai 27 ans. Je dirige une entreprise que j'ai construite à partir de rien. J'ai une famille qui m'a choisi et je dors bien la nuit. C'est assez.